Il y a plus de richesse en vous et dans le monde que vous n'imaginez. Et en fait, on ne cesse de s'appauvrir alors qu'on a des trésors à portée de main et à portée des yeux. On regarde plutôt qu'on voit. C'est-à-dire on voit comme pour vérifier et pour bien faire et pour bien voir ce qu'il faudrait voir. Et ça, c'est regarder à mon sens. C'est un voir très intéressé, culpabilisé et un peu apeuré. Et c'est pas voir. Et la splendeur, on peut totalement passer à côté. C'est un détail, un cadrage, une vibration, une lumière, le mot que quelqu'un a dit, l'attitude incomparable de quelqu'un, ce qui fait que c'est lui, sont des rencontres en fait. Et on peut rater ces rencontres. Comment on fait pour sentir un peu plus vivant, pour surmonter le découragement qu'on peut avoir devant le mal? Comment se relier davantage au monde et trouver quelque chose de la splendeur du monde? Comment ouvrir des liens qui peuvent nous transformer? Des questions toutes simples que Laurence de Villers, que j'invite dans cet épisode de dialogue, éclaire avec une intensité, une lumière et une profondeur qui me bouleverse chaque fois que je l'entends. Laurence de Villers, c'est vraiment une des philosophes les plus importantes aujourd'hui en France. Elle a une manière de parler de la philosophie qui l'habite si profondément que je crois que ça va être contagieux et que ça va vous emporter vous aussi. Moi, je suis Fabrice Midal, je suis philosophe, auteur de nombreux livres, dont le dernier, La magie de l'ordinaire. Moi, ce qui m'intéresse dans la vie, c'est la philosophie. Et ce qui m'intéresse dans la philosophie, c'est en quoi ça nous libère. En quoi c'est une expérience libératrice qui nous donne du courage, de l'allant, de la confiance, de la joie et de l'amour. Alors, c'est pour vous dire comme je suis heureux de recevoir Laurence de Villers qui est animée par la même aspiration. Bonjour Laurence. Bonjour Fabrice. Alors toi, tu dis quelque chose qui est très radical. Tu dis qu'on ne sait pas voir et que c'est ça qui explique tant de nos souffrances, notre sentiment d'isolement, tant de nos problèmes. Alors comment se fait-il qu'on ne sache plus voir? Alors, tu as raison de souligner que ça paraît paradoxal parce que voir, on n'a même pas besoin de réfléchir. Je te vois, tu me vois. Et en réalité, non. Ça demande beaucoup de voir. D'abord, ça demande de lutter, je pense, contre la peur. On a toujours peur de ne pas voir ce qu'il faudrait voir. Donc, parce qu'il y a plein d'injonctions, parce que même quand on est en voyage, on a des guides, et très souvent, je regarde les gens autour de moi, je vois pas comment je ferais de la philosophie sinon, et je vois qu'ils regardent plus le guide que la rue autour d'eux, ce qu'ils sont en train de traverser pour aller voir la Fontaine Trévi, le Colisée. Donc, en réalité, ça demande déjà de lutter contre nos peurs, et je crois que la peur est un peu notre compagne permanente dans nos vies, hélas. Et puis, parce qu'on met plein d'écrans aussi. Alors, des écrans au sens strict, numérique. On photographie avant de voir, on prend un selfie avant de voir. Et puis, parce qu'il y a plein d'écrans. Par exemple, pourquoi on se dit le musée, c'est pas pour moi? Ou alors, j'ai peur de pas comprendre. Mais on a besoin de rien pour visiter un musée, à part entrer. Ce que va faire le tableau, c'est exactement comme une rencontre. Quand tu fais une rencontre, tu te dis pas « est-ce que je vais savoir ? Est-ce qu'il faut que je prépare ?» Mais ça, c'est dommage. Enfin, pour moi, tout ce qui est prévu n'est pas vécu. Donc en fait, la seule chose que ça nous demande de voir, c'est de vivre, ou d'être vivant. D'être bien vivant là, pour voir, ou ne rien voir d'ailleurs, Fabrice, ou ne rien voir, parce qu'il ne faut pas être obsédé de voir non plus. Ne rien voir. Ce que je trouve extraordinaire dans ton livre, c'est que c'est complètement déculpabilisant, parce qu'on ne voit pas, mais tu dis pas, oh là là, comme on entend un discours, les gens regardent pas, ils sont dans leur guide, ils sont dans leur téléphone. Tu dis, mais il y a un art de voir, de surmonter la peur, et tu donnes énormément, et on va le voir dans notre entretien, énormément de pistes pour redécouvrir comment voir, comment apprendre à voir, et de montrer que c'est un vrai chemin passionnant. Donc c'est déculpabilisant et assez exaltant de comprendre que je ne vois pas, mais que je peux apprendre à voir, et qu'apprendre à voir, c'est entrer dans la splendeur de la vie, dans la splendeur du monde, dans la splendeur de l'échange, et que ça nous fait plus de bien qu'on ne le croit. Alors, contre la culpabilisation, absolument. Je pense qu'il n'y a qu'une philosophie, c'est celle de la liberté. Donc, et puis personnellement, dès qu'on me dit de faire quelque chose, je ne le fais pas. Et ça va et c'est ça aussi, voir la beauté. Je vais te donner un exemple. Il n'y a pas si longtemps, j'étais à Rome et je faisais la queue comme tout le monde pour visiter le Panthéon, qui est
à mon sens un truc extraordinaire quand même. Et même faire la queue dans la file comme tout le monde, ça m'agace, je fais la queue à côté. Et du coup, j'ai pu parler avec les gens et la personne qui est à l'entrée, qui vend les billets, etc. Donc les injonctions, ça me fait horreur. Et je pense que justement les injonctions et la culpabilisation font qu'on ne voit pas. Parce qu'on se dit... On regarde plutôt qu'on voit. C'est-à-dire, on voit comme pour vérifier et pour bien faire et pour bien voir ce qu'il faudrait voir. Et ça, c'est regarder, à mon sens. C'est un voir très intéressé, culpabilisé et un peu apeuré. Et c'est pas voir. Et en même temps, moi, je condamne pas. Moi aussi, il y a des choses que j'ai pas vues. Je suis passée à côté. Et c'est pour ça que je parle plus de splendeur que de beauté ou d'émerveillement, parce que je crois qu'il y a un type de beauté dans le monde. Alors, tu auras remarqué que je fais aucune distinction entre la beauté culturelle, la beauté naturelle, un paysage, une peinture, et même la beauté des mots et la beauté des gestes. Donc même la morale, la culture, le paysage, les animaux, c'est la beauté. Et j'ai essayé d'identifier ce que j'appelle splendeur, parce que c'est incognito. Ça se signale pas. Il n'y a pas des musées de la splendeur. Il y a des splendeurs dans les musées, mais la splendeur, on peut totalement passer à côté. C'est un détail, un cadrage, une vibration, une lumière, le mot que quelqu'un a dit, l'attitude incomparable de quelqu'un, ce qui fait que c'est lui, sont des rencontres en fait. Et on peut rater ces rencontres. Donc je ne veux pas culpabiliser. J'essaie de dire, il y a plus de richesse en vous et dans le monde que vous n'imaginez. Et en fait, on ne cesse de s'appauvrir alors qu'on a des trésors, mais vraiment des trésors à portée de main et à portée des yeux. Du cœur aussi. Avant d'entrer dans la beauté, je voudrais faire une petite parenthèse. Donc, tu es philosophe, une grande spécialiste du XVIIe siècle, Descartes, Pascal. Et c'est un peu surprenant parce que dans l'idée de la plupart des gens, la philosophie, c'est plutôt intimidant. Et toi, tu travailles la philosophie justement au contraire pour ouvrir des chemins et des brèches, pas pour essayer de dispenser une sorte de savoir, mais la philosophie nous aide à voir en ouvrant des portes là où on croit qu'il n'y en a pas. Est-ce que c'est juste dans ton rapport à la philosophie ? Ah oui, absolument. Et tu vois, on retrouve cette idée de peur. Je pense que ce qui nous empêche de penser, comme de vivre, comme de voir, c'est la peur. Et quand j'entends « Ah oui, mais la philo, c'est pas pour moi, j'ai peur de pas comprendre ». La philo, c'est... pour tout le monde, en réalité. Enfin, je vois pas les interdits qu'il pourrait y avoir. Et peur de pas comprendre, mais ne pas comprendre, ça fait partie de la philosophie. Ne pas comprendre, ça fait partie de comprendre. Et c'est merveilleux de pas comprendre. Enfin, il y a tellement de choses qui sont avec mode d'emploi, qui sont absolument transparentes, faciles d'accès. Quand il y a quelque chose qui vous résiste un peu, moi, je trouve qu'il y a un plaisir incomparable. Et puis, je dis ça aussi... C'est lié aussi à l'approche de la beauté dans le monde. Hein. C'est l'altérité, c'est ce qui est autre. Mais tant mieux que ça me résiste, moi. Je pense qu'il n'y a pas de plus grande fusion ou communion qu'en respectant le fait que l'autre est autre. Alors, c'est une autre personne, c'est un animal, donc c'est pas un animal humain. Ça ne m'appartient pas, je ne peux pas le posséder, je peux pas mettre la main dessus, et je peux ne pas le comprendre. Donc, vraiment, la philosophie, si vous comprenez pas, tant mieux. Je trouve que c'est un bon signe. Et puis, moi, la philosophie me nourrit tellement dans ma vie. Enfin, c'est ma manière de voir les choses. J'en fais, je pense, à peu près tout le temps. Que j'ai envie de partager ça. C'est-à-dire, la philosophie, c'est pas réservé aux profs de philo, c'est pas réservé aux classes de philo. Même si, effectivement, je veux pas être complètement démago, ça peut être difficile. Mais tant mieux. Alors, quand on entre dans la beauté, je trouve que j'avais envie de commencer par le fait que, à trop souligner la beauté, à trop parler de la beauté, on la manque. Et donc, ton discours n'est pas un discours d'esthète. Parce que tu vois, quand les gens parlent de la beauté, ah oui, vous êtes une esthète. La question, c'est pas du tout d'être une esthète. La beauté, ça fait partie d'être au monde, d'être ouvert à l'eau, d'être ouvert à la vie. Et est-ce que tu veux bien essayer de faire cette distinction entre... trop souligner la beauté, s'ouvrir à la beauté, et ce que tu appelles la taxidermie. Ah oui, mais tu as raison de le souligner. Je pense que tout ce qui souligne ou tout ce qui fait que dans nos expériences, on fait exprès d'eux, on veut absolument, le contrôle, ça nous fait rater. C'est le paradoxe du contrôle. Hein. Plus on veut contrôler, plus ça échappe. Et en fait, c'est quand ça échappe
que c'est important. Et quand je dis beauté, alors oui, on a que ce mot. Et je comprends ta réticence. Hein. On a l'impression que je vais avoir un discours d'esthétique ou d'esthète. Pas du tout. C'est à la fois moins que ça et plus. Je vais te le dire. Alors, moins, c'est parce que je pense qu'il y a des choses que certains ne trouveraient pas forcément belles, et moi la première, qui viennent nous cueillir en fait. Je donne un exemple qui peut sembler vraiment trivial, mais j'ai été obligée de le donner parce que c'est ce qui va expliquer le plus que je vais essayer de voir après. Mais moins que cette beauté qui nous émerveille, qui nous subjugue, etc. C'était une période où j'allais vraiment pas bien, et j'allais tellement pas bien que je pouvais plus être assise à ma table pour travailler et taper à l'ordinateur. J'étais assise par terre dans mon appartement. Et puis, tout le monde n'a pas la chance d'habiter au bord de la mer, par exemple. Moi, j'habite au bord d'un autre immeuble en face de moi. Et j'ai vu, tout d'un coup, ça ne s'est pas signalé, une corneille noire, mais noire comme laquée, qui était comme agrafée sur les tuiles très rouges du toit de l'immeuble en face du mien. Et je me suis rendu compte, Fabrice, que pour la première fois depuis des semaines, je m'étais levée. J'étais debout pour la voir. Donc, ça, pour moi, ça m'a constitué absolument. Ça a été, c'est comme faisaient les Romains, tu sais, marquer les jours de bonheur d'une pierre blanche. Il y avait pierre blanche et pierre noire. Moi, ça a été ma pierre blanche. Et c'est pas... Il y a dû en avoir plein d'autres de corneilles sur le toit, je les ai pas vues. Et puis, spontanément, si on m'interrogeait, on me disait « c'est quoi votre expérience de la beauté ?» et que je cite ça, c'est déconcertant. Mais voilà, c'est moins que les beautés archi-signalées, archi-vues. Par exemple, en voyage, je ne vais jamais dans les sites et panoramas. Je n'y vais jamais. Les panoramas, c'est la beauté. Je ne dis pas que c'est pas beau, mais c'est tellement fabriqué. Moi, je veux la beauté qui vient me happer, qui vient me déstabiliser. Et puis, c'est plus que ça, plus que le jugement esthétique, parce que ça, c'est une certitude philosophique que j'ai. Tu sais bien qu'en philosophie, on a des convictions chevillées au corps. Et une de mes certitudes, c'est que je crois qu'il y a une sorte de cogito esthétique. Donc, en fait, je suis ce que je vois. Ça me constitue. Ça fait même pas seulement ma mémoire. Ça fait mon être profond. Pas seulement ce que je vois ou ce que j'ai vu. Donc c'est pour ça que j'ai dit que c'est pas seulement la mémoire. C'est aussi, moi j'en suis convaincue, tout ce que j'ai pas encore vu et que je verrai. Et pourquoi pour moi c'est plus important de se définir par ce que je vois, ma capacité à voir le monde et ce qu'il m'offre. Parce que je crois que d'abord ça me fait très présent au monde. C'est pas moi sujet qui vois ce qui est en face de moi. Je suis dedans. Je suis dans ce monde, j'en suis partie prenante. Et puis, ça me permet de conjuguer très étroitement, ça va te surprendre pour une cartésienne, mais je crois que c'est cartésien, mon corps, mon esprit, l'intellect, parce que je suis une intellectuelle aussi, ma chair, ma sensibilité, ma sensualité même, ça permet d'unir tout ce qu'on sépare. Et voir, je dis voir par commodité, mais c'est un acte total, c'est une expérience... totale, globale, du corps, de l'esprit, de la chair, du cœur, de mes souvenirs, de mes souffrances, de mes blessures, de mes bonheurs. Je dis voir, tu comprends, par facilité de langage, mais ça unit tout ce qu'on est, donc c'est très profond. C'est très important ce que tu dis. Je suis ce que je vois. Pour la plupart de gens aujourd'hui, les gens pensent qu'ils sont quelques définitions psychologiques. Les gens s'identifient à leur histoire, à leurs problèmes. Et moi, je suis vraiment frappé, quand je fais des conférences, tant de gens se définissent presque plus que par « j'ai vécu ça quand j'étais enfant, j'ai vécu ça », qui est vraiment... Mais c'est terrible que les gens croient ça aujourd'hui. Alors quand tu dis « je suis ce que je vois », au fond, c'est une pratique. Tous les jours, je peux me ressourcer, je peux me réouvrir à la vie et au monde en regardant, enfin en voyant. En voyant, je me transforme. Donc il ne s'agit pas du tout, pour faire la distinction qu'on a fait tout à l'heure, il y a moi qui regarde quelque chose d'esthétique, oh c'est beau, je suis content. C'est pas du tout ça, c'est le voir me transforme. C'est ça qui est au cœur de ton travail. Oui. En apprenant à regarder ce qui nous frappe, ce qui nous semble beau, je me transforme. Ah mais c'est exactement ça, c'est...
C'est pour ça que je dis que c'est plus profond que ce qu'on peut imaginer, simplement voir et puis je passe à autre chose. C'est à la fois ce qui... Si je devais dire qui suis-je, je te dirais ce que j'ai vu. Et ce que je verrai, vraiment, parce que c'est ouvert vers cette espèce de... Non, pas cette espèce, ce désir que j'ai de voir. Ce désir de me dire, le monde a tellement plus que ce que je peux voir même. Donc c'est vraiment... Je donne l'exemple dans mon livre, tu sais, dans les temples égyptiens anciens, il y a ce qu'on appelle le Naxos, le lieu où est le dieu. Le lieu où il y a sa statue, où il vit. Parce que pour les Égyptiens, la statue elle-même est le dieu. Et bien moi je pense que le terme très ancien d'âme, c'est ça, c'est mon Naxos. Ce que j'ai vu, c'est mon Naxos, c'est ma chambre secrète, c'est mon dieu, c'est là où il y a de la divinité en moi, je pense. Et c'est vraiment le lieu secret, je crois. Et il faut tous l'explorer plutôt que ce que tu dis, ces définitions figées et psychologisantes. Enfin, moi, psychologiquement, je serais bien incapable de te dire qui je suis, sincèrement. Ou alors, j'ai l'impression, quand je lis des choses psychologiques, quand je fais des tests, moi, je me reconnais dans tout. Donc, ça ne fonctionne pas. Mais en revanche, si je te réponds vraiment sincèrement, et c'est ce que je suis en train de faire, je suis obligée de te dire mes rencontres avec la beauté. Et puis, je dois être encore plus sincère. Moi, je suis davantage tombée amoureuse de lieux, d'endroits, de bâtiments, de couleurs, que de personnes. Je suis tombée, mais follement amoureuse de lieux, mais vraiment au sens amoureux, tu vois, charnel. Tu as été une grande voyageuse. On en parlera, parce que ton livre, c'est à la fois l'art d'être humain, mais c'est aussi l'art de voyager. Et je t'ai pas répondu, Fabrice, parce que tu dis un art et tu as raison. C'est pas une recette, c'est pas une technique, c'est pas pour me développer. Moi, je cherche pas du tout à me développer, je cherche à me fuir. Enfin, moi, je m'intéresse pas à moi-même. Donc, je veux pas qu'on me parle de moi dans ce que je vois. Je veux que le monde me parle. Je veux entendre la langue des choses. Et quand je dis choses, ça peut être animaux, paysages, arbres. C'est cette langue-là que je veux entendre. Donc, moi, ça m'intéresse pas et je ne fais pas ça pour essayer d'avoir une meilleure version de ce que je suis. En fait, ça m'intéresse pas, pour tout te dire, ce que je suis. Mais en revanche, étant ce que je suis, étant là, vivante, et ce que je vois, c'est ça qui m'intéresse. Et puis, tu as dit quelque chose, les gens sont enfermés dans leur vécu. Je cherche un mot en philosophie qui dise non pas le vécu parce que ça semble passer, mais le fait d'être vivant, en train de. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le en train de voir, en train de te parler, en train d'être là en ce moment, en train de penser à quelque chose. C'est tu sais, un de mes maîtres, Descartes, quand il a fallu qu'il définisse, parce qu'il n'aime pas les définitions, ce que je suis, il a inventé le mot en latin, et je trouve ça magnifique, c'est 2 mots. Hein. Qu'est-ce que je suis ? Une res cogitans. Pardon, je dis en latin parce que c'est sa langue et puis c'est beau. 2 mots. Une chose, il s'en fiche de dire un sujet, une substance. Ça, c'est pas vrai. C'est pas intéressant, cette philosophie-là. Il dit une chose, une res, une chose. Cogitans, pas qui pense, qui est en train de penser. C'est ça qui m'intéresse et je pense que c'est ça qu'on perd aujourd'hui. C'est-à-dire que très souvent, tu sais, on accuse le temps. On dit on est dans une période d'accélération, tout va très vite. Mais non, c'est pas le coupable. C'est beaucoup plus grave. C'est nous. On compresse nos vécus. Ce qu'on est en train de vivre, on le vit pas. Et c'est parce qu'on le compresse, on le rend plus superficiel, on l'appauvrit qu'on peut enchaîner. Tu vois, par exemple, c'est très difficile ce que je vais dire. C'est un art, tu l'as dit, c'est très difficile. J'essaie, quand je lis un texte, de rester 3 minutes, c'est énorme, sans rien essayer de penser, sans essayer de me dire « ah oui, j'ai compris, c'est ça, non, pour passer à autre chose ». Et j'essaie de le faire avec mes étudiants. 3 minutes. Vous laissez le texte être ce qu'il est. Donc on lit le texte, on reste avec le texte. On reste qu'avec lui et on est en train de vivre ce qu'on est en train de lire. Tu ne fais rien d'autre. C'est énorme, je t'assure. J'essaie maintenant de faire ça 5 minutes. Moi, je suis une fille impatiente, je suis très avide de tout, de comprendre. Donc, 3 minutes. Au bord de la mer, j'atteins 7 minutes, qui est mon record absolu. Mais il faut faire l'expérience. C'est très dur, 3 minutes où on ne fait rien. On affronte. Alors, il y a quelqu'un qui m'a dit « oui, mais vous allez affronter le vide ». Oui. Tant mieux. Et puis, c'est pas le vide. Ça semble vide. Et une fois qu'on a passé cette illusion, c'est plein. C'est plein. C'est plein de ce que je suis en train de vivre, non ?
c'est pas seulement même pour le texte, c'est même en général pour tout ce dont tu parles dans le texte. C'est ça la clé de la beauté. Il y a un axe que tu développes, c'est est-ce qu'on regarde pour vérifier? Et donc là, il y a justement pas cette présence. Ou est-ce que je regarde pour essayer d'entrer dans l'inaccessible? Est-ce que tu veux essayer d'expliciter cette distinction? J'aime bien tes mots. Alors, je fais une grande... C'est les tiens. Hein. Ah bon? Je sais pas, je préfère quand tu le dis toi. Mais je fais une grande distinction, et j'aime pas faire d'anathème, mais je fais quand même une grande distinction entre regarder et voir. Regarder, c'est la peur qui motive. J'ai peur de pas voir ce qu'il faut voir, j'ai peur de pas comprendre, j'ai peur de pas être là, j'ai peur que ça me fasse pas d'effet. Par exemple, je te l'ai dit, je parle beaucoup aux gens autour de moi, surtout quand je suis en train d'écrire un livre. Donc, quand je voyageais, je demande beaucoup aux gens qu'est-ce que vous faites là? Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Et plusieurs m'ont dit j'aimerais pas rater mes vacances. Alors moi, j'ai développé un art qui est assez particulier, qui fait que je voyage toute seule. Plus personne ne veut venir avec moi. J'aime beaucoup rater mes vacances. Donc, j'aime beaucoup ne pas regarder. C'est-à-dire, ça implique de ne pas voir ce que je voulais voir. Il y a quelque chose qui m'a... C'est pas vraiment raté. C'est-à-dire, ce que tu es contente, c'est de ne pas suivre ce qu'il faudrait absolument avoir vu et qui ne fait que vérifier. Parce qu'au fond, ça que tu dénonces, c'est je vais dans tel musée voir le tableau et donc je le vérifie. T'essayes par quelques exercices qu'il y ait quelque chose qui vienne te surprendre pour que ça reste vivant. Pour que ça reste vivant. Au fond, c'est pour ça que c'est des vacances réussies en réalité. C'est raté réussi. C'est-à-dire comment faire pour que ce soit vivant. Et des fois, en voulant absolument voir ce qui est étiqueté beauté, on la rate. On rate, c'est pas vivant. Ça n'est pas, on voit un truc, mais c'est pas vivant. Et donc toi, ta question, c'est, on s'en fout qu'on voit un vermeer ou qu'on voit un bel arbre. La question, c'est, est-ce que c'est vivant pour nous, là, maintenant? C'est ça, l'art que tu nous invites, c'est arrêter d'avoir peur de l'image culturelle. Ouais, du snobisme ou même de la peur d'être déclassé. Oui. Parce que je pense que le touriste, sa grande peur, c'était un déclassé du voyage. Il a peur de rentrer et qu'on lui dise « T'as vu ça ?» Ah non, mince, je l'ai pas vu. Et tu vois, encore une fois, je pense que la peur, c'est le pire qui puisse nous arriver. Et aussi parce que je pense que le paradoxe, c'est en m'abandonnant que je reçois. Alors c'est difficile, parce que encore une fois, s'abandonner, il faut s'abandonner à ce qu'on voit. Et à un moment donné, quand on voit, alors ça peut être écouter de la musique, je dis voir, encore une fois, par commodité. Quand on voit vraiment et qu'on s'abandonne à cette autre chose que moi, qui m'a rien demandé, ça peut être une pierre, ça peut être une corneille, ça peut être... Peu importe, c'est quelque chose qui n'est pas moi. Quand je m'abandonne à l'autre, au sens large, au monde, le monde me le renvoie au centuple. Mais il ne faut pas faire exprès, c'est-à-dire que très souvent, on a peur que le beau ne fasse pas d'effet. On lui demande, et c'est ce que je reproche dans l'émerveillement. C'est-à-dire, je suis encore trop présente. Je demande tellement à ce que le monde soit comme empaqueté, beau papier cadeau. Là, regarde, comme le monde est magnifique. Abandonnons-nous à ce qu'on voit. Et en fait, c'est dans cet abandon, tu dirais peut-être lâcher prise. Mais... Non, j'aime pas le mot lâcher prise. Moi non plus. Mais... Non, abandon, ouverture. Abandon, mais vraiment abandon, parce qu'il faut s'abandonner soi-même. On est tellement encombré de nous-mêmes et de nos peurs, en réalité. Et c'est là où on existe pleinement. Alors moi, j'appelle ça des expériences esthétiques cruciales. J'ai les miennes. Moi, c'est la mer, tout ce qui s'en approche. Mais quand tu nages, ça va te parler. Quand tu nages, tu t'abandonnes, sinon tu coules. Tu peux pas nager. Tu t'abandonnes à haute que soi et même à l'infini de la mer. Ce qui est quand même difficile de s'abandonner à l'infini. Mais c'est quand il y a cet abandon que ça me le renvoie au centuple. Et tu vois, ça fait ça avec la musique parce que c'est peut-être plus facile, c'est déjà abstrait la musique. Mais quand tu t'abandonnes, tu vois très bien que c'est pas la beauté, elle n'est pas devant toi. T'as pas à la regarder. Tu es partie prenante, tu es dedans. Moi, il y a des morceaux que j'aime énormément, je les mets parce qu'à un moment donné, je marche dedans. Il y a des textes de philosophie, j'adore parce que je les vois comme des pièces, je marche dedans. Je peux aller à droite, à gauche, je suis dedans, je suis partie prenante. Tu parles de Vermeer, la rue de Delft, moi c'est mon Vermeer, qui est en fait quasi une abstraction. Il y a du rouge, du blanc et un peu d'ocre. C'est Mondrian, il a tout piqué à...
Ces bouts de carré, bah, il a tout piqué à Vermeer. Moi, à un moment donné, je suis dedans, je sens l'odeur de cette rue de Delphes. Et c'est ça la beauté, c'est l'abandon total pour être dedans. L'émerveillement, c'est le contraire. Ça reste en face de toi et à distance et tu lui demandes de t'épater. Tu vois, je vais beaucoup dans le nord, le Grand Nord. Et chaque fois que je reviens, on me dit « Ah, t'as vu des aurores boréales ?» Oui, j'en ai vu beaucoup. Mais par provocation, j'aime beaucoup la provocation, je dis non, ça m'intéresse pas. Mais parce que ça, évidemment que ça fait un choc, hein, la première que tu vois, le ciel est vert, de manière quasi pétrochimique, ça fait quelque chose. Hein. Tu fais waouh. Mais waouh, c'est pas ce waouh-là que je fais, moi, c'est que le monde est beau, merci. Et puis, je veux pas qu'il m'émerveille, je veux beaucoup d'humilité. Je pense que l'exemple que tu donnes de nager est vraiment un peu clé, parce que tu me dis très bien, quand je nage, je ne peux pas contrôler les mouvements que je fais. Donc je suis obligé d'avoir confiance, je suis obligé d'entrer en rapport à la mer. Mais ça me fait un bien fou. Je me sens à la fois moi-même, et en même temps, je m'oublie moi-même. Ah oui. Et au fond, c'est ça l'expérience. Ce qui fait même que tu dis, ce que je trouve assez juste, que la beauté dont tu parles, c'est toujours en réalité un peu bizarre. Ah, elle doit être bizarre. Enfin, oui, parce que je veux pas donner l'impression que ce sont des beautés molles. Oui, ou esthétiques, comme on parle. Parce que nous, on parle beauté, tout de suite, on a ces images. Au fond, c'est terrible. Pour les gens, la beauté, c'est le coucher de soleil, les enfants qui sourient, et les gens croient les aurores boréales. Voilà, et les gens croient que ou c'est les poèmes, un peu, pour nous qui semblerait un peu niais. Non, la beauté, c'est comme nager dans la mer. C'est vrai, c'est profond, c'est surprenant. Et comme tu dis très bien, c'est un peu bizarre parce que ça nous déplace. Le bizarre, c'est que ça nous déplace. Totalement. Si c'est juste en fait, pour les gens, la beauté, c'est juste une confirmation. Voilà. Et c'est regarder ça, tu vois, c'est ah ouais, la laitière de Vermeer. Ah oui, d'accord, ok, c'est vu, coché. Tu vois, c'est ça, appauvrir nos vécus. C'est clair. Ou coché. Ah oui, c'est le joli coucher de soleil, ou c'est l'enfant qui sourit, ou je ne donnerai pas nom de certains poètes un peu à la mode qui font des trucs un peu comme ça, jolis. Ah là, ça me touche, c'est joli. Mais en fait, ça ne m'ouvre à rien de profond. Rien d'autre. Je ne suis pas déplacé, je suis en réalité, les gens croient que ça les touche, mais ça les enferme en eux-mêmes. Et c'est superficiel en réalité. Et tu vois, pendant que j'écrivais ce livre, évidemment, j'ai interrogé autour de moi. J'ai dit, c'est quoi la beauté ? Et j'ai eu coucher de soleil, sourire d'un enfant, l'amour. Et je dis pas que l'amour, c'est pas important, que les couchers de soleil, c'est pas beau. Mais il faut que vos expériences propres de splendeur, donc j'ai donné les miennes parce que j'encourage les lecteurs à trouver les leurs, mais vraiment, authentiquement les leurs. Donc pas étiquetées, pas marketées. T'as raison, il faut qu'elle soit bizarre, cette beauté. C'est-à-dire, il faut qu'elle m'ait... Moi, j'aime les secousses et les chocs. Moi, j'aime être tourmentée. Je veux pas être tranquille. Moi, je veux être inquiétée. Je veux que tout d'un coup, ça m'ait déstabilisée. Et puis alors, nager, moi, c'est vraiment mon truc. Mais à un moment donné, ta chair devient la chair de la mer. Si les larmes ne deviennent pas quand tu nages pas. C'est à un moment donné, t'es dans l'infini de la mer et moi, je l'aime, la mer. Enfin, la beauté, pour moi, c'est une déclaration d'amour. Enfin, il faut que tu sois capable de dire, pas j'aime au sens liker, tu vois, appréciation, évaluation, reconnaissance, ça m'intéresse pas du tout. Enfin, puis qui on est pour dire j'ai liké Vermeer. Mais je t'aime, c'est beaucoup plus difficile de dire je t'aime que j'aime. Hein. Tu dois dire je t'aime à ce que t'as vu. Donc, une déclaration d'amour au monde, c'est pas si facile parce qu'il faut accepter que le monde soit bizarre, mais secoué, mais désorienté, y compris dans ce que je dis raté, et que tu as dit en fait non, c'est réussir. Et puis, je vais employer un grand mot en philosophie, mais j'y tiens vraiment, c'est la transcendance. Il y a plus que moi dans ce que je vois. Et il y a plus que moi en moi, c'est-à-dire que je contiens cette ouverture déstabilisante, un peu inquiétante, à plus grand que moi. Et puis le monde contient plus que mes guides, que ce que j'ai envie de voir, que mes besoins, que mes désirs, que mes voyages organisés, que mes parcours fléchés. Le monde contient plus, et c'est ça que j'ai voulu dire avec le mot de splendeur. C'est tout d'un coup, le monde vient me dire « T'as vu ? Il y a tellement plus de beauté que ce que t'es capable de regarder. »
Alors, tu donnes plein d'exercices pour le faire. Et un des exercices, c'est l'exercice de décentrement visuel. Ah oui, parce que... C'est quoi? Comment on peut faire cet exercice? Alors, je donne des exercices, mais tu l'auras compris, c'est pas pour dire attention, faites-le, parce que si vous n'y arrivez pas... Non, mais c'est pour montrer que c'est concret, que c'est simple. Ah, c'est archi concret. Ce que tu nous invites à faire, c'est vraiment simple. Alors, comment on peut faire cet exercice de décentrement visuel? En fait, moi, j'essaie, chaque fois que je vois quelque chose, de me faire du mal. Alors, je vais expliquer ça. C'est pour essayer de montrer que la splendeur que j'essaie de mettre au jour, c'est pas une question de goût seulement. Ce que j'aime, mes préférences, mes petites listes de tout ce que j'adore. C'est pas ça. Moi, j'essaie de voir des choses que je dis être laides, que j'aime pas. Moi, je vais voir ce que j'aime pas. Je vais écouter ce que j'aime pas. Alors, je continue à pas l'aimer, hein. C'est pas du tout pour me convertir, à être une fille bien lisse, bien correcte, qui aime le plus de choses possible. Non, moi j'ai des détestations très fortes et des amours très forts. Mais des amours très fortes. Mais tu vois, il y a une expérience que j'ai faite dans un musée, c'était, je passe devant un tableau de Karl Appel, qui est au XXe siècle. Ça va tout de suite parler à ceux qui vont nous écouter. C'est dessiné un peu comme des enfants. Enfin, tu vois, on a l'impression de bons hommes, marrons et tout ça. Et je me souviens, je passe, je me dis, c'est moche. Hein. Et je me dis, attends, Laurence de Villers, 3 minutes. Mais comme il y a quelque chose qui t'a frappé, parce que c'est pas juste que t'as pas trouvé ça beau, mais tu sentais qu'il y avait quelque chose qui t'appelait. Parce que sinon, tu dis pas de faire ça pour n'importe quoi. Ah, mais non. Un truc me plaît pas, je vais me forcer à le regarder. Mais pas du tout. Là, il faut pas se forcer. Là, il y a quelque chose qui c'est pas parce que je n'y vois pas tout de suite quelque chose, je sens quand même que ça vaudrait la peine d'aller regarder. Donc tu te mets devant l'œuvre, c'est ça le décentrement visuel. Tu te descends, Alors, moi, j'allais dans ce musée en plus exprès pour une œuvre que j'aime. Bon, et je me suis dit, attends, il y a quelque chose. Alors, tu as raison de le souligner. Moi, je pense que la vie, au sens global, ce sont des rencontres. On rencontre un texte de Descartes. On rencontre pas seulement les personnes. On rencontre un animal. On rencontre un tableau. Et là, dans ce tableau que j'ai dit moche et qui me plaît toujours pas, hein, j'ai senti qu'il y avait quelque chose de puissant. Tu l'as dit tout à l'heure, la puissance de la beauté. Si ça vient pas vous inquiéter un tout petit peu, ok, passez votre chemin. Mais j'ai senti dans quelque chose que je n'aimais pas qu'il y avait une puissance. Et oui, ce tableau de Appel, après j'ai lu, mais je lis pas avant, je lis après. Après j'ai lu qu'il a voulu dire qu'il était dans une époque barbare, après la Seconde Guerre mondiale et après les atrocités des camps. Il a dit on peut plus peindre de la même manière. Et il a dit j'ai voulu peindre le mal dans ça s'appelle Oiseau de nuit, ce tableau. Moi j'ai vu 2 bons hommes atroces. Et oui, je crois que cette notion très difficile en philosophie, qu'est-ce que le mal ? Moi, je renvoie à ce tableau de Karl Appel, que je continue à ne pas aimer, mais qui a une puissance. C'est rare que je dise ça, hein, peut-être plus que certains mots en philosophie. Et c'est ça qu'il faut faire, le décentrement visuel. N'allez pas pour voir telle chose, faites 50 mètres plus loin, ou n'allez pas voir uniquement parce que ça vous plaît. J'entends dans les musées parfois, tout le monde a dû l'entendre, « Ah, j'aimerais bien la voir dans mon salon. » Et là, je peux pas m'en empêcher, je dis « Mais non, ne dites pas ça !» C'est beau parce que c'est pas dans votre salon. Alors moi aussi, j'aimerais la voir dans mon salon. Après, on peut le dire, mais la première chose à dire, c'est pas que je possède. Tu ne possèdes pas la beauté. Elle doit te posséder toi, d'abord. Donc c'est pas juste, c'est décoratif, c'est beau, c'est chouette, c'est... Non, ça te secoue. Un autre exercice que tu proposes de faire, qui est aussi un peu très simple et très aidant, c'est anthropomorphiser, c'est comme ça qu'on doit dire, le monde. C'est-à-dire, alors est-ce que tu peux expliquer ? Ouais, alors je dois dire que j'ai pas honte de le faire, anthropomorphisation du monde. Alors, parce que je pense que c'est le vivant qui est une bonne catégorie, mais moi je l'utilise pour dire que dedans il y a des choses très très différentes. L'humain n'est pas une panthère n'est pas un arbre, une plante n'est pas un tableau de Vermeer. Mais tout ça doit être vivant parce qu'on doit l'être. Hein. Notre seul devoir, c'est de rendre vivant la vie et vivant le monde. Mais moi je donne des noms à des à des
parcelles de rivage dans certains endroits de la mer. Donc tu vois un rivage dans la mer. L'anthropomorphisation, c'est d'essayer de le nommer comme si c'était une personne pour t'aider à ne pas rester extérieur. Donc c'est vraiment une sorte d'aide. Voilà, une manière ça me vient spontanément. Hein, voilà, un petit exercice. Oui. Quand vous voyez quelque chose qui vous touche dans la nature, un arbre, un rivage, et si vous essayez de le nommer. Mais oui, parce que, encore une fois... Ça nous aide à surmonter cette distance-là. Exactement. Parce qu'il y a une illusion, on est presque pris dans une illusion, il y a moi et la chose. Mais non, il n'y a pas moi et la chose. Et au fond, tout ce que tu essaies de montrer, c'est sortir de moi et de la chose. Mais oui, et pour moi, ce nom de sortir de moi pour la chose, et puis parce que la chose me décentre et qu'il y a plus à voir dans le monde que je suis capable de voir cette transcendance, j'appelle ça l'expérience de la beauté. Tu vois, par commodité encore une fois. Mais je vois très bien en Islande, il y a des endroits où je vais à peu près tout le temps. Il y a un morceau de cette plage de lave noire face à la mer. Je lui ai donné un nom, Nortour. Parce que je trouve que cet endroit-là, je sais pas, c'est différent, c'est comme une personne, c'est différent. Et puis, je parle. Tu parles, donc tu parles aux choses. Je parle à la mer, je parle aux choses. Oui, je parle à mon chat, ça c'est une évidence. Je parle à des vaches dans un pré. Oui, je parle, c'est du vivant, faut l'honorer. Tu vois, par exemple, j'aime pas la notion animal. Mais ça n'existe pas. De la même manière que l'humain n'existe pas. Il y a toi, il y a moi. Il y a toi plus jeune, il y a moi plus vieille. Ça n'existe pas, il faut faire des biographies. Voilà, il faut faire des biographies de nos vacances. Et dans la biographie de nos vacances, par exemple, ou de ce qu'on voit, il y a la biographie de cette âne que j'ai vue au Cap Corse, tel jour. Je tiens des carnets de splendeur depuis toute petite. Il y en a plein partout chez moi. Je note tel jour, telle heure si possible, j'ai vu une splendeur. Et j'en fais sa biographie. C'était cette âne, ce tableau, cette personne qui a dit ces mots-là. Voilà, moi je collectionne des splendeurs. Modeste, mais ça peut être modeste et des splendeurs, vraiment, où tu te sens tellement pas grand-chose, mais en même temps tellement importante. En fait, il y a à la fois une extrême humilité. Donc je m'oublie parce que ça m'intéresse pas l'effet que ça me fait. Je veux que ça existe. Et puis en même temps, je me dis, c'est bien que je sois au monde. Parce que j'ai vu ça. C'est important que j'existe. Parce que je l'ai vu. Ouais. C'est bien que cette chose-là existe. C'est bien que tu sois là. Je crois qu'on peut pas dire plus à quelqu'un ou à une chose que c'est bien que tu sois là. C'est bien que tu existes, voilà. Et tu vois, il y a cette extrême humilité de m'oublier et en même temps, non, je me dis, ça me grandit. Ou plutôt, ça m'élargit, ça me fait occuper plus de surface dans ma vie. Et je me dis, c'est bien que tu existes, t'as vu ça ? Dans l'art philosophique que tu proposes pour s'ouvrir comme ça à la vie, un autre conseil, une autre direction, c'est ne me touche pas, qui est une des phrases centrales de la Bible, et qui nous dit quelque chose aussi du rapport à la beauté. Donc on a vu qu'on peut parler aux choses, mais il y a aussi une manière dont il faut accepter de ne pas trop les saisir. Alors, les saisir. Peut-être tu peux rappeler d'où vient cette phrase. Noli me tangere, ne me touche pas. Alors moi c'est une des phrases, j'allais dire du Nouveau Testament, mais une des phrases des livres qui m'a mise en arrêt. Tu vois, ça compte beaucoup pour moi, l'arrêt des machines. On s'arrête et cette phrase, tu peux pas juste passer à autre chose. En fait, c'est une scène qui pourrait être hyper comique. Jésus est ressuscité, il l'avait assez annoncé, mais bon, apparemment personne ne le croyait. et donc, c'est le premier jour de sa résurrection. C'est en fait l'an 1 du monde. Il a vaincu la mort. Donc, ça pourrait être... On pourrait s'émerveiller. Ça pourrait être sublime. Mais ça va être dans la splendeur. Pourquoi ? Parce que Marie-Madeleine, qui est sa disciple, est allée au tombeau et elle dit on l'a volé. Non, elle n'a pas compris non plus. Il l'a pourtant dit je vais ressusciter. Bon, personne n'a compris. C'est difficile à comprendre, cela dit. Et elle dit on l'a volé, au secours, c'est pas vrai. Donc faut l'imaginer sortant du tombeau, au secours, on a volé Jésus, c'est affreux. Et elle croise quelqu'un qu'elle prend pour un garde champêtre, en gros, enfin le gardien du jardin. Et elle lui dit mais vous avez vu Jésus, on l'a volé et tout.
Et il lui dit, Marie-Madeleine, il la nomme. Tu vois la biographie ? Il la nomme. Et dans la façon de la nommer, c'est-à-dire il l'a rendue à elle-même, hein, il y a une vérité. Il l'a rendue à elle-même, il l'a nommée. Elle a dit Rabouni, elle l'a reconnue. En fait, elle l'a pris quand même pour un garde champêtre. Et c'est ça le côté comique. Mais moi, je pense que le Nouveau Testament, on pourrait le faire en comique. Hein, c'est quand même. Je veux dire, il s'est tué le pauvre au sens strict. Hein, ce Jésus de Nazareth, à dire attention, je vais vaincre la mort. Hein, je suis venu pour ça. Hein, je vais ressusciter. Et profitez de moi quand même parce que je vais devoir mourir aussi et tout. Et quand il est vraiment ressuscité et qu'on devrait aller au tombeau et faire Alléluia, il a fait ce qu'il a dit, enfin vraiment, c'est le Fils de Dieu, hein, on l'a volé. Il y a un truc là, c'est pas possible. Et quand elle le voit, en fait, elle regarde, tu vois, elle voit pas. Elle regarde. Elle pense trouver le garde champêtre. Mais quand il la nomme, enfin pour moi c'est extraordinaire. Qu'est-ce que fait Dieu pour moi ? Il me nomme, il m'appelle moi. Et elle le reconnaît. Et qu'est-ce qu'elle veut faire ? Elle veut le prendre. Elle veut le garder. Elle veut le posséder. Et il lui dit, ne me touche pas, mais pas au sens, ne me touche pas, pauvre femme. N'essaie pas de me posséder, de me retenir. Je t'appartiendrai d'autant plus que tu me laisseras partir. Et ça c'est quand même, faut quand même le faire, parce qu'on a tellement envie d'être des gardiens du temple dans tout ce qu'on fait. On a tellement l'impression que c'est nous qui possédons ça, que cette église, elle est à moi, que c'est moi qui sais. On adore se prendre au sérieux et être des gardiens du temple. Donc là, il nous dit, ce Jésus de Nazareth, oublie ça. Hein. Il n'y a pas de temple, il n'y a pas de gardien, il y a moi. Et je pense, toute révérence gardée envers ce Jésus de Nazareth qu'on prend pour un garde champêtre, je pense que c'est la relation qu'il faut avoir à la beauté du monde. Et d'abord, ce qui est important, Fabrice, c'est le seul interdit du Nouveau Testament. Si c'est un interdit, c'est plutôt une manière d'être. Il n'y a pas d'interdit dans le Nouveau Testament. Jésus, c'est contraire des injonctions dont on parlait. Et il ne nous dit pas du tout, il faut faire ça, Hein. Il fait d'abord. Mais la seule chose qu'il dit vraiment en disant, le fais pas, ne me retiens pas, ne me possède pas, ne me retiens pas, ne mets pas la main, n'essaie pas d'avoir d'emprise. Ne me saisis pas. C'est le seul. Hein. C'est difficile une religion où il n'y a pas d'interdit. Il n'y en a pas. Il y a ça. Eh bien, je pense que là, on a un enseignement dans la relation qu'on doit avoir aux vivants, aux êtres, aux choses. Pour ça que vivant, tu vois, ça m'ennuie parce que c'est aussi des choses, aux tableaux, aux paroles, aux valeurs même, au courage, au bien, à la beauté. Il faut pas posséder. Regarde, vois, de telle sorte que tu ne veuilles pas le mettre dans ton salon et que ça t'appartienne. Ce qu'on aime, on ne le possède pas. Mais non, tu dois pas le posséder, tu dois l'honorer. Alors, c'est ce qui fait que j'ai un rapport difficile à la photographie, par exemple. Je crois qu'il y a une volonté de capter. D'ailleurs, on dit capter, capturer, capter. Moi, je dirais quand même les vrais grands photographes sont ceux qui vont au-delà du regard pour voir. Pour moi, c'est ça. Mais il n'y en a pas beaucoup. La photo d'art, c'est ça. Mais la plupart du temps, les gens sont si illusionnés. Beaucoup des photographes les plus connus ne font que regarder les petits garçons qui sourient, les vieilles dames, et le coucher de soleil. Ça. Mais il y a quelques photographes où on reçoit une décharge électrique en voyant ce qu'on n'aurait jamais vu sans eux. Alors, c'est ça. Et alors, moi, ce que j'essaie de faire quand je photographie, mais je me compare pas, évidemment, je suis pas bonne, et j'en fais pas beaucoup, j'en ai très très peu, mais ce que j'ai vu dans ces grands photographes, c'est que on a l'impression qu'ils essaient de nous donner à voir le monde tel qu'il est si on n'était pas là pour le regarder. Tu vois, ça semble compliqué, mais c'est vrai. Pour moi, ils essaient de nous dire, tu vois, le monde, si t'étais pas là avec ton regard pour essayer de capturer quelque chose, le monde, c'est ça. Et moi, j'ai des photos qui pourraient aussi sembler un peu ratées, où j'essaie de capter le monde là où il est, dans l'indifférence à moi, tu vois, là où il est un peu dans son secret. Donc ça fait tout d'un coup une chèvre qui saute par-delà la route, un arbre, mais qui est dans le mouvement, parce que je pense que ce qu'on essaie de voir pour moi, c'est essayer de s'approcher du mystère du monde. Mais le mystère, il faut le laisser tel qu'il est, le mystère, sinon c'est pas intéressant. Il y a un vers de Kipling qui dit « Va, go, va par-delà la montagne, il y a un secret qui t'attend. » Moi, c'est le secret du monde, c'est son intimité qui m'intéresse.
et qui fait que j'avance un peu à pas feutrer. Tu vois, il y a une autre chose. Alors, on a dit le Nouveau Testament, mais il y a une chose qui m'a marquée enfant. J'étais un enfant assez terrible, pour tout dire. Et dans notre parc de jeux, il y avait une pelouse. Enfin, il faut quand même le faire, hein, de mettre des toboggans, machin, à côté d'une pelouse, où il y avait écrit « Ne pas marcher sur la pelouse ». Et en fait, on n'y marchait pas. Et moi, ça me tentait, hein, comme j'étais un peu rebelle, tu vois, d'aller justement marcher sur la pelouse. Et je ne l'ai jamais fait. Et ça m'a marqué à vie. Je crois que notre relation au monde, et aux êtres évidemment, ça doit être ce ne pas marcher sur la pelouse. C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'il faut accepter. On ne peut pas tout saisir. Mais tout, le monde, ma définition du monde, c'est ce qui ne... J'en fais partie, j'en suis dépositaire. C'est un legs. Je ne suis pas gardien. Je suis pas possesseur, je suis dépositaire. Qu'il y ait un Dieu ou pas, hein, je suis dépositaire. Cette pelouse verte, elle est verte parce que j'en suis le dépositaire, j'en suis le gardien. Et c'est une attitude qu'on doit avoir. Moi, je frémis parce que j'ai l'impression parfois qu'on piétine la pelouse de mon enfance. Tu vois, à la plage, quand des gens font du bruit, en jet ski, machin, j'ai l'impression qu'on saccage mon enfance. Qu'on saccage la beauté, quand on jette son mégot sur la plage. C'est pour ça que je dis que l'écologie, pour moi, hein, elle ne me touche que si elle passe par la beauté. J'appelle ça l'estécologie, enfin l'esthétique, c'est-à-dire que je crois qu'on peut respecter et préserver que si on aime, que si on a eu l'expérience de cette beauté unique, hein, on n'aura pas d'autre de monde, unique de ce monde. Un autre axe au conseil que tu donnes pour essayer d'explorer comme ça cette merveille d'être un être humain, c'est la curiosité. Et c'est une autre manière de faire. Donc on a ne me touche pas, on a parlé aux choses, mais une autre manière, c'est d'apprendre à être curieux. Oui. Alors là, j'avoue qu'il y a pas mal de philosophes de l'histoire de la philosophie qui sont plutôt contre, qui disent que la curiosité, c'est pas très bon. Bah oui, il y a même l'idée que c'est un péché, la curiosité. Ah bah alors, Saint Augustin dit que c'est un péché, t'as entièrement raison, parce que c'est deux choses. C'est à la fois aller s'intéresser à des choses pas intéressantes. Tu sais, c'est le cabinet de curiosité. C'est faire collection de choses qui, en réalité, sont pas l'essentiel. Et puis, en même temps, c'est un peu se prendre pour Dieu parce que c'est vouloir tout savoir. C'est aller voir là-bas où j'y suis pas pour essayer de voir et de comprendre. Donc, c'est un peu toucher au privilège de Dieu qui, lui, sait tout. Et il est partout. Alors moi, au contraire, je pense que la curiosité, c'est une manière... Enfin, il faut absolument la cultiver. Donc, il faut cultiver la curiosité, il faut cultiver le fait de ne pas marcher sur les pelouses, de ne pas toucher, pas vouloir posséder, donc de respecter, en fait. Il faut cultiver ce qu'on n'aime pas, et il faut cultiver la curiosité. Pourquoi ? D'abord, par l'étymologie. Curiosité, ça vient du latin cura, qui a donné soin. La cure, le soin. Être curieux, c'est prendre soin. Il faut être curieux du monde, parce que c'est déjà en prendre soin. Si tu es curieux, tu vas pas abîmer. Et si tu es curieux, tu vas ouvrir tellement de portes. Et tu vas vaincre ta peur. Et tu vas... Moi, je trouve que c'est ce qu'il y a de plus beau comme voyage. Hein. Tu vas aller là-bas où tu n'es pas. Tu vas aller vers ce qu'on appelle l'inconnu. Mais au sens fort, hein, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent adorer l'inconnu. C'est pas vrai. C'est pas vrai, la plupart du temps, on aime l'inconnu pour en faire quelque chose de connu. Je te donne un exemple. Par exemple, t'es en Mongolie, on te dit « Ah, ça ressemble à l'Aubrac ». Non, non. Il y a une expo qui m'a mise en rage sur les grilles du Jardin du Luxembourg, qui était... Alors, il y avait des photos très belles, trop belle pour moi. Oui, pas très belle en réalité. Un peu pour plus moi, pas belle. Un peu trop cliché. Très Instagram, voilà, qui est le contraire du beau. Et de France, de région de France, où on te disait, il y en avait une, c'était la Corse, donc ça m'a bien agacée. C'est la Chine. Non, c'est les aiguilles de Bavella en Corse. Mais pourquoi vouloir dire le merveilleux de l'exotique, de l'inconnu, du très loin, pour qu'on puisse trouver beau
cette région-là en Corse. Enfin, c'est quoi ce truc tordu? Tu vois, c'est justement, on croit qu'on aime l'exotique, le lointain, etc. Et ça nous empêche de voir. Bah non, c'est pas comme la Chine ou comme le Colorado, ou quand on dit le Colorado provençal. Mais pourquoi on a besoin de s'émerveiller que ce soit comme le Colorado pour pouvoir trouver ça beau? Pourquoi on a besoin de se dire, waouh, c'est comme la Californie pour trouver ça beau? Mais non, la Californie, c'est ici. Donc, ce que tu veux dire, c'est l'important, c'est que chaque chose peut être extraordinaire. On n'a pas besoin de le ramener à une catégorie. À de l'exotique, soi-disant, à quelque chose de soi-disant tellement plus merveilleux. Venise n'est pas en Italie. C'est la chanson de Reggiani. Mais Venise, c'est chaque fois que Venise vient me toucher, déjà, même si je l'ai vu 40 000 fois, et même si c'est Venise, une des plus grandes splendeurs au monde, mais tu n'as pas besoin de, encore une fois, tu n'as pas besoin de quoi que ce soit, ni de l'émerveillement, ni de l'inconnu, ni de l'exotique, ni du lointain, pour que tu puisses le voir. Donc ça me paraît vraiment important. Alors pour vraiment la curiosité, c'est ouvrir la curiosité, tu montres même qu'il y a une dimension profondément, je ne sais pas comment dire, spirituelle, en racontant que c'est au cœur d'un des plus grands livres de l'histoire de l'Occident, l'histoire de Perceval. Ah ouais, ça aussi c'est un. Donc ouais, t'as raison, ça aussi. C'est un texte, un des très grands textes de Chrétien de Troyes. Ouais. Alors on est il y a longtemps, on est d'accord. Du XIIe siècle. Ouais. Et donc. Totalement. Alors t'as entièrement raison. Donc la curiosité, vous voyez, c'est pas chercher l'exotique, le curieux. C'est s'ouvrir à ce là sous nos yeux. Qu'est-ce qui se passe avec Perceval? Donc c'est un jeune chevalier. C'est un jeune chevalier qui a tout pour être le meilleur. Ça aussi, ça pourrait être comique. Hein. Enfin, les Monty Python l'ont fait en comique. Il a tout pour être le meilleur, il a tout pour voir. Voir quoi? Voir le Graal. Hein. Alors le Graal, normalement, c'est la coupe qui a recueilli le sang du Christ à sa mort. Mais le Graal, ça pourrait être, dans un autre langage que j'aime pas trop, mais le sens de la vie. Le Graal, c'est ça. Ça pourrait être le bonheur. Pour moi, c'est plutôt la liberté, le Graal. C'est... Qu'est-ce qui fait que je serai libre? Pour d'autres, ça peut être la vérité aussi. Je veux la vérité. Ce qui est la force du Graal, c'est que chacun peut y mettre quel est son Graal à lui. Ah oui, il faut. Et puis, il faut le chercher. Enfin, le Graal, il est important dans la quête du Graal. Faut absolument savoir quel est mon désir le plus profond, mon Graal. Et puis Perceval, on se dit, lui, il a tout pour le trouver, hein, pour justement accomplir la quête. Sauf que ce Perceval, quand il a vu le Graal, il était à 2 doigts de « ça y est, je l'ai ». Il n'a pas posé la question, il n'a pas demandé « c'est ça le Graal ?» Il n'a pas osé, il a eu peur. Et puis il va lui arriver quelque chose, c'est le passage que tu mentionnes. Il y a... sur la neige blanche. Avant de ça, donc, il voit le Graal, il ne pose pas de questions. Donc ça, il n'a pas de curiosité. C'est-à-dire, il est là, il se dit bon, et il manque, et le lendemain, quand il se réveille, on lui dit, mais pourquoi tu n'as pas posé la question? Si tu avais posé la question, tu aurais trouvé le Graal, et par là, tu aurais changé le monde, tu aurais apporté de la paix au monde. Mais oui. Donc ça... Moi, c'est mon interprétation. Hein. C'est-à-dire que... C'est aussi l'interprétation, je ne sais pas si tu sais, c'est l'interprétation de Simone Veil, la philosophe, tu me l'apprends. Qui dit que le manque de curiosité de Perceval, c'est un manque d'amour et de compassion. Et que c'est la faute, fondamentale qu'il fait. Ah, c'est la faute fondamentale. Donc être curieux, c'est voir le Graal. Ah, puis c'est poser la question. C'est poser la question. Même et donc bête, la question. C'est quoi? Enfin, c'est vraiment le Graal? Enfin, et pourquoi c'est le Graal? Enfin, et il pose pas la question. De nos jours, ça serait le type qui scrolle. Il glisse, il surfe, il passe à autre chose. Tu vois, quand je disais on vit pas ce qu'on est en train de vivre. Il n'ose pas parler aux arbres, il n'ose pas poser une question devant un tableau qu'il n'arrive pas à voir. Il vit pas ce qu'il est en train de vivre. Si tu le vis vraiment, tu demandes, mais comme les enfants, tu demandes c'est quoi, pourquoi, c'est quoi. Et donc il le fait pas. Mais quand même, je trouve il a une séance de rattrapage, je trouve. Un peu plus tard, c'est... Ouais, je trouve que là, Perceval se rattrape. Donc il est sur la neige. Il est sur la neige et il voit, dans cette langue de Chrétien de Troyes, hein, qui est encore un français pas stabilisé, qui est très très proche du latin ou du patois, enfin, c'est une langue bizarre, 3 gouttes de sang sur la neige,
immaculée, blanche. 3 gouttes de sang, c'est une oie qui a eu le cou tranché. C'est à la fois violent, cruel et très beau. 3 gouttes de sang sur du blanc. C'est rien. 3 gouttes de sang sur du blanc. Ça, c'est une splendeur. 3 gouttes de sang sur du blanc. Et la splendeur, c'est enfin Perceval le voit. Il a été attentif. Ah, ça, Simone Veil serait d'accord. L'attention aux choses. Il a été attentif. Moi, je dirais, c'est être vivant. Il a vraiment vécu ce qu'il devait voir, ce qu'il devait vivre. Et il l'a vu. 3 gouttes de sang sur du blanc. Et ce qui est magnifique dans Crétante 3, c'est qu'il n'y a pas besoin de commenter, il n'y a pas besoin d'aller plus loin. C'est peut-être ça le Graal, sang du Christ. Il est peut-être là. Et ça lui rappelle le visage de l'amour. Dans ces 3 gouttes de sang, d'un seul coup, il s'arrête et il se dit, là, il y a le mystère de l'amour. Pour nous, peut-être pas. C'est ça que tu disais tout d'abord. Il n'y a pas d'objectivité totale. Mais pour lui, là, dans ces 3 gouttes, il voit le visage de l'amour comme peut-être... Toi, quand tu vois un morceau de plage, ça devient un visage de l'amour, ça t'arrête et ça te parle. Et Perceval accepte ça, il a cette curiosité. Cette curiosité attentive, vivante, enfin on peut trouver plein de mots. Et il ne veut plus qu'on le déplace de sa contemplation. Donc les Parce qu'il chevaliers... y a de la transcendance, tu vois. Les chevaliers arrivent... Et il ne se laisse pas faire. Et non. Il ne veut pas être, déjà de son temps, il ne veut pas être diverti de ce qui est un moment... crucial. Où il se ressource, il revit. Et le texte montre bien juste que le fait d'être saisi par on dit la splendeur, mais c'est la vie, mais c'est quelque chose qui devient parole. Totalement. Tu disais tout à l'heure que le sens profond des évangiles, c'est d'être nommé. Au fond, on peut dire que le monde nous nomme aussi. Ah, mais totalement. Et donc, on advient. Et donc, c'est par la curiosité que Perceval advient et trouve le Graal. Mais tu vois, alors tu me permets de préciser les choses. Ces anthropomorphisations dont je parle, où je donne des noms, je parle à des tableaux aussi, pour tout dire, c'est parce qu'ils me parlent en retour. Enfin, je ne plaque pas ce que je suis bêtement. Je dis bêtement, mais c'est pas intéressant ce que je suis sur un arbre, un animal, etc. Il me parle en retour, alors peut-être pas avec des mots, mais peu importe, que le tableau me parle avec des couleurs, des formes et de la lumière, il me raconte quelque chose. Moi, les tableaux, en fait, quand je reviens d'une exposition, j'ai souvent un peu la migraine parce que j'ai l'impression qu'on m'a beaucoup parlé. Mais faut apprendre aussi à écouter ce que les choses nous disent. Donc, tu as raison, le monde me parle. Il me nomme aussi en retour. Et puis, tu parlais de l'expérience de la beauté nous transforme. Perceval nous métamorphose même. Moi, je crois beaucoup aux métamorphoses dans la vie. Je crois qu'on est des phénix, qu'il faut accepter d'être réduits en cendres. C'est douloureux, il ne faut pas cicatriser, ni résilier, ni rebondir. On est cendres, on a tous vécu ça, mais on est des phénix. Le phénix, il renaît de ses cendres. Donc ça ne veut pas dire qu'il fait quelque chose de ses cendres. Il renaît de ses cendres. Moi, je crois beaucoup aux métamorphoses. Et je crois que l'expérience de la beauté, quand je te racontais cette corneille sur un toit qui fait que je me suis levée, alors que je ne l'avais pas fait, mais je crois que c'est une métamorphose. Et tu vois, tu l'expliques très bien. Ce que j'essaie de dire, c'est que avec cette expérience de Perceval, il est ce qu'il a pu voir. Et c'est ça que je veux dire, que je suis ce que je vois et ce que je verrai. L'exemple de Perceval nous le dit, ça y est, il n'est plus le même. Il est métamorphosé et il est vraiment ce qu'il est. Parce qu'il a vu les 3 gouttes de sang sur la neige blanche. Il y a, tu l'avais dit dans l'introduction, il y a la beauté du monde, il y a la beauté des œuvres d'art, mais aussi la beauté de certains gestes, certains actes éthiques qui sont très beaux. Qu'est-ce que c'est ça ? Donc tu parles de tes collègues qui est très timide. Je te remercie d'en parler. C'est peut-être bien de raconter cette histoire. Mais je te remercie d'en parler parce que souvent, quand on m'a demandé de parler de la beauté, on a oublié que un de mes derniers chapitres, qui veut dire le plus important, c'est la beauté morale, la beauté d'un geste ou de paroles. Alors, c'est une collègue, à un moment dans l'entreprise où c'était assez mouvementé, une collègue très, très timide. Elle le dit elle-même, donc je peux le dire, et qu'on aurait pu dire un peu effacée aussi, tu vois, parce qu'il y avait une injustice qui était commise contre quelqu'un, et puis même les grandes gueules s'étaient tues. Et elle, cette collègue timide, est allée voir, sans le dire à personne, moi je l'ai appris des années plus tard, elle est allée voir la direction, le responsable, le PDG, et lui a dit
moi, je continuerai à travailler avec vous parce que vous êtes mon supérieur hiérarchique. Mais si vous continuez ces agissements injustes et d'humiliation, j'aurai plus aucun respect pour vous. Et ça c'est pire que de pouvoir continuer à travailler avec vous. J'aurai plus aucun respect. Et elle est partie. Elle l'a jamais raconté. Hein. Et moi, je l'ai su plus tard. Eh bien, je trouve que ça, c'est une splendeur. Ça, c'est ajouter de la beauté au monde. Tu vois, j'ai du mal je dis morale ou éthique, mais moi, j'ai du mal à être complètement convaincue qu'on peut devenir meilleur. Mais je crois que notre devoir est de rendre le monde meilleur qu'il n'était avant qu'on soit au monde. Ça, c'est ça notre seul devoir. Est-ce que je vais rendre le monde meilleur ? Je crois que c'est uniquement ça le devoir moral. Est-ce que je vais faire reculer le mal ? Eh bien, cette collègue, dans ce courage totalement incognito, il y a une splendeur. Et je crois qu'il y a des actes moraux, ce qu'on appelle les bonnes actions. Moi, que j'appelle la gentillesse. Des actes de gentillesse, il y a une splendeur. Et souvent, elle est totalement insoupçonnée. Et alors, ce qui est intéressant dans ton histoire, par rapport à tout ce qu'on a vu depuis le début, c'est qu'elle a eu du courage. Et que tu montres depuis le début, au fond, tout ton livre et tout ton travail, c'est ce qui nous empêche de voir la beauté, c'est la peur. Et donc, c'est aussi un livre sur apprendre à avoir du courage. Regardez. Oui. T'as entièrement raison. Regardez. Et c'est ça. Et c'est très simple, avoir du courage. C'est pas. C'est pas héroïque. C'est pas héroïque. Avoir du courage, c'est pas héroïque. Et c'est pas hollywoodien. C'est pas tout d'un coup musique de générique, le héros se révèle à lui-même et devient hyper héroïque. C'est absolument pas ça. Et je suis contente que tu dis ça, parce que tu m'as bien lu, tu m'as vu. C'est un livre sur le courage. Je pense que il y a la morale, il y a deux catégories. Il faut arrêter de faire plein de discours. Est-ce que je dois pas. Il y a la lâcheté qui engendre des complicités avec le mal, et il y a le courage qui essaie modestement parfois de faire reculer le mal. Et puis il y a le courage de voir, sans guide, sans écran, sans filet, avec tout ce que je suis, avec ce que certains me disent le vide, mais qui n'est pas le vide, qui est le plein de ma vie intérieure, qui est aussi toutes mes blessures. Quand on va mal, moi c'est l'expérience que j'ai faite, hein, on dit qu'on perd le goût de la vie. Moi je perds la vue. Je sais que quand j'allais mal, avant de voir cette corneille sur le toit, je voyais tout, mais véridique, hein, au sens littéral, je voyais tout monochrome, en gris. Je me souviens marcher dans la rue, qui est ma rue pourtant, et j'ai plein de photos de ma rue, hein, où il y a des splendeurs comme ça. Et je voyais tout en gris. Je crois que quand on va mal, on ne voit plus. Donc le courage, c'est pas d'aller mieux, parce que ça, il suffit pas de dire je vais aller mieux pour aller mieux, mais c'est le courage de voir, d'ouvrir à nouveau ses yeux. Et oui, je pense qu'il faut du courage pour appréhender le silence que demande la beauté, le silence. Le courage d'être soi. Alors, on va me dire, quand je dis ça, on me dit oui, oh ouais, beaucoup le disent. Non, mais c'est pas vrai, c'est très difficile d'avoir le courage d'être soi. Ma singularité, ce qui fait que j'ai pas à plaire à tout le monde, ce qui fait que, alors pour moi c'est primordial, c'est que je suis libre, je n'appartiens à rien ni personne, à aucun parti. Le courage d'être mes regrets, d'être ce que j'ai raté, d'être aussi ce que j'aime passionnément, mais c'est très difficile le courage. Et je crois que sans courage, même en voyage, hein, ça va paraître bizarre, hein, mais le courage de ne pas aller visiter tel truc, on vit au centuple. Enfin, sincèrement, on vit au centuple. Enfin, tu vois, c'est pour vraiment insister, comme tu l'as dit, sur le fait que c'est pas héroïque et surtout c'est pas du merveilleux. Hein. Moi, je cultive pas le merveilleux. J'essaie. Ça, c'est Nicolas Bouvier, l'écrivain voyageur, un des vrais écrivains voyageurs, qui me l'a appris. Il dit dans un livre qui est sur un de ses voyages dépressifs. Tu vois, mais quand même, il le dit. Ça s'appelle Poisson-Scorpion, c'est mon livre préféré. Il pensait aller à Ceylan et que ça allait être sublime. Et en fait, il a trouvé ça pas si beau que ça. Donc, il a commencé par pas aller bien. Puis après, il a vu les vraies splendeurs. Tu vois, il y a une révélation, je crois. Il y a au sens fort. Hein. Souvent, on ne voit que parce qu'on est accepté à un moment de ne pas voir. Ah oui. Et c'est ça la révélation. Il faut laisser le monde se lever le voile. Ah ouais, d'accord. C'est vraiment ça ce qu'il fallait voir. Ça va te parler, Aletheia. La vérité qui dévoile. Elle n'est pas éclatante, elle est... faut lever le voile. Et donc, il dit dans ce livre, vraiment une splendeur ce livre, il dit, je vais essayer de faire basculer la journée en ma faveur. Donc c'est pas du volontarisme, c'est être capable d'avoir vu dans cette journée-là
cette pépite. Pourquoi j'ai parlé de splendeur ? Parce que ça vient de splendeur qui brille. Et Platon en parle. Hein. Le beau, c'est ce qui brille le plus. C'est tout d'un coup une lumière, c'est allumé. Et ben moi, j'essaie dans la journée de me dire oh, merci. Là, ça a sauvé au sens fort. Hein. C'est un salut. Il y a une lumière dans ma journée. Ça peut être indifféremment une lumière au sens strict sur un bâtiment. Ça peut être Fabrice Midal m'a lu, il m'a vu. Ça compte, voilà, merci. Ça peut être quelqu'un qui me dit un truc que j'avais pas compris. Je note aussi des choses où ah ouais, tiens, j'avais pas compris ça. Tout ce dont on a parlé, c'est au fond de ne plus être séparé du monde. C'est retrouver cette sorte d'unité. Unité avec la mer, unité avec les choses, unité avec les êtres. Ah oui. Et c'est un peu paradoxal, parce que tu es cartésienne, et dans l'image des gens et dans le discours ambiant, partout, on explique que Descartes, c'est au contraire le dualisme. Et donc, je trouvais que ce serait intéressant que tu libères aussi là, tous ceux qui nous écoutent, de tout ce qu'on raconte sur Descartes, qui n'est pas Descartes. Ah oui, alors... Oui, Descartes, alors moi, il m'a... En quoi tout ce qu'on a dit, c'est cartésien ? Ben oui, alors ça semblerait difficile parce qu'effectivement, Descartes, la première chose qu'on dit sur lui, c'est le dualisme. Enfin, très souvent, on entend « Ah ouais, Descartes », et puis on l'accuse de tous les maux. Hein. C'est clair. Alors lui, c'est le bouc émissaire de l'Occident. Descartes, il a séparé le corps de l'esprit, il a fait de nous des êtres hyper rationnels qui voyons pas l'épaisseur de la vie. Il a même séparé la nature et la culture, qui est proprement le suicide occidental. Ah bah, mais alors, quand tu connais Descartes... Moi, je l'ai fréquenté. C'est l'homme avec qui j'ai vécu le plus longtemps dans ma vie. Hein. Vraiment. Donc, c'est pas vrai. Ah mais non, mais tout est faux. Tout est faux. Et alors, non seulement c'est faux, mais ça aussi, ça me met en rage, tu vois, parce que Descartes, c'est un type passionné. La vie de Descartes, c'est de la passion. Et il le dit lui-même. Il écrit à un de ses correspondants, il dit « Mais pendant que vous n'avez pas mes nouvelles, dites-vous que je philosophe et que je vis. » Et j'aime bien parce que la suite de la phrase, il dit « Et que je vis et que je suis passionnément. » Et évidemment, la suite, « Votre serviteur et ami, nanana. » Mais moi, j'aime l'arrêter là. Que je philosophe, que je suis, que je vis et que je suis passionnément. Voilà, ça, Descartes, c'est un type de passion. Donc, il faut arrêter d'en faire un être étroit, sec, rationnel. Et d'abord, il faut arrêter de dire Descartes, c'est la France, parce qu'il a détesté Paris. Il a dit, on aime me voir uniquement comme si j'étais une panthère ou un éléphant. Ce que j'ai à dire, ça intéresse personne. Paris est capitale universelle de la bêtise. Donc, voilà, c'est un être qui a cherché la liberté partout dans sa vie et dans son esprit, qui a appartenu à aucune école, qui n'a jamais été prof de quoi que ce soit. Et quand on dit « Ah oui, mais moi, tu sais, je suis cartésien », ça veut dire qu'en fait, j'ai un esprit étroit scientiste qui ne croit que ce que la science prouve. Descartes, c'est tout le contraire. Par exemple, il est invité par la reine Christine, qui est une des reines les plus puissantes à l'époque. Il n'a pas envie. Parce qu'il dit, en gros, je ne vais pas être libre. Elle va me mettre la main dessus. Et ça, quand on est cartésien, on supporte pas les gens qui vous mettent la main dessus. Et il dit, faut toujours faire confiance à la petite voix, je dis avec mes mots, cette espèce de petit démon qu'on a en soi qui nous dit, on dirait intuition, qui nous dit quand t'as pas envie, ne le fais pas. Ça, c'est signé Descartes. C'est lui qui le dit. La séparation de l'âme et du corps, ou de l'esprit et du corporel, il a fait tout le contraire. Tout le contraire. À sa plus grande correspondante, la seule cartésienne qu'il reconnaisse, qui est une femme, Élisabeth, elle lui dit en gros qu'elle va pas bien, et elle lui demande ce qu'on devrait demander à la philosophie, aide-moi. Et Descartes répond, parce que c'est ça la philosophie. La philosophie cartésienne, c'est je suis là pour t'aider. Je suis là pour te dire c'est quoi la vie. Il lui répond un truc extraordinaire. Il lui répond arrêtez de faire de la philosophie. Faut faire de la philosophie que quelques heures par an. Et on se dit quel remède il va donner, lui qui est Descartes, un cartésien. Il lui dit sortez, allez voir la verdeur des feuilles, les couleurs des fleurs et le vol d'un oiseau. C'est signé René Descartes. Qu'est-ce que tu veux que j'ajoute ? Et la séparation nature-culture, qui me rend un peu folle. On pourrait rentrer dans le détail parce que je crois qu'il y a même des interprétations anthropologiques qui sont pas très justes. Descartes n'a pas séparé la nature et la culture, et on donne toujours sa phrase en exemple, qu'il faut nous rendre comme maîtres et possesseurs de la nature, a-t-il dit. Oui, il a dit comme. Là, on le sera jamais. On est comme.
maître et possesseur. Ça veut dire qu'on est juste dépositaire. Et comme maître et possesseur de la nature, ça veut dire quoi? Ça veut dire prendre un Doliprane. Ça veut dire quoi? Ça veut dire si tu laisses faire la nature, t'as ta migraine pour toute la journée. Si on est migraineux comme moi, c'est 3 jours. Quand tu prends un Doliprane, tu donnes raison à Descartes. Cette phrase, il l'a dite pour la santé. Ce qui intéressait Descartes, je pense que de nos jours, il serait médecin. Je pense qu'il serait neurochirurgien, quelque chose comme ça. Mais bon. C'est la santé qui l'intéresse. On est au XVIIe siècle, mortalité infantile, espérance de vie, l'âge, on appelle le petit âge glaciaire, où la taille moyenne d'Homo sapiens a baissé en raison des famines, de la peste, des guerres. Il dit si la science, parce que c'est un scientifique, peut faire qu'on a des remèdes pour vivre mieux et plus longtemps, alors oui, il faut nous rendre comme maîtres et possesseurs de la nature, c'est-à-dire la comprendre pour essayer de ne pas en souffrir, de ne pas subir. Donc si vous voulez pas être cartésien, ne prenez pas de Doliprane, ne cherchez pas à aller mieux. C'est ça qu'il veut nous dire. Eh ben, merci beaucoup. C'est toujours Merci bien, à toi. c'est toujours bien de montrer que Descartes, c'est beaucoup plus grand que ce qu'on en a fait et que ton travail est nourri de cela et qu'au fond, ce que Descartes nous invite à vivre, c'est pas la séparation de l'âme et du corps, c'est le mystère de leur union. Et au fond, ce qu'on a vu dans ce dialogue, c'est ça, c'est le mystère de cette union de notre âme et de notre corps. Et notre cœur aussi, t'allais le dire. Qui est une vraie énigme. Ben, merci infiniment. Merci à toi. Merci d'avoir suivi cet épisode de dialogue. C'est vraiment un vrai merci parce que c'est vraiment précieux que vous ayez vu cet épisode jusqu'au bout, que ça vous parle, parce que je fais ça pour vous. Donc c'est vraiment un échange et je suis vraiment conscient aujourd'hui qu'autour de dialogue, il y a véritablement une communauté de gens pour qui prendre soin du monde, prendre soin de soi, prendre soin des autres compte beaucoup. Et c'est vraiment merveilleux de voir qu'on est ainsi une communauté. Alors n'hésitez pas à partager, à liker. Ça a l'air de rien, mais c'est vraiment très important. Ça participe d'une sorte de contagion heureuse dont notre monde a bien besoin. Ben, je vous embrasse et je vous dis encore une fois merci.